bonjour à ceux qui nous rejoignent. Troisième partie de notre édition ce matin avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Affaire Benalla suite. Il n'y aura pas de poursuite contre Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Ainsi en a décidé le parquet de Paris qui vient de classer la procédure pour faux témoignage. Tous les détails à suivre. Faut-il s'inquiéter de la sécurité de nos ponts? Dans un rapport, les sénateurs dressent un tableau inquiétant des ponts. 10% de nos ponts seraient en mauvais état, manque de moyens, manque de sécurité, manque d'entretien. Les sénateurs réclament au gouvernement un plan Marshall. 50 milliards d'objets connectés d'ici l'année prochaine, une situation inquiétante qui soulève des questions de sécurité et de liberté. Nous en parlerons alors que le Sénat vient de voter une loi dite anti-Huawei du nom du géant chinois des télécoms. Mais tout d'abord, faut-il s'inquiéter de la sécurité de nos ponts? Dans un rapport, les sénateurs dressent un tableau inquiétant. 10% des ponts français seraient en mauvais état, manque de moyens, manque d'entretien. Les sénateurs réclament au gouvernement un plan Marshall. Les explications de Samia Dechir. 200 000, 250 000, combien la France compte-t-elle précisément de ponts routiers? Impossible à dire, faute de recensement. Mais ce que l'on sait, c'est que plus de 25 000 d'entre eux sont dangereux, dont certains présentent des risques d'effondrement. C'est l'estimation de la mission d'information sénatoriale qui a enquêté pendant 10 mois. Depuis des années, on n'a pas mis les crédits nécessaires à l'entretien des ponts. Et donc, en tout domaine, si on ne fait pas un entretien régulier, il y a une dégradation qui, à terme, pose des problèmes. Il faut agir pour éviter un drame. Face à l'urgence, la mission d'information recommande un plan Marshall dès 2020. Pour les ouvrages d'État, les sénateurs veulent faire passer le budget annuel d'entretien de 45 à 120 millions d'euros par an. Pour les ponts gérés par les collectivités territoriales, ils préconisent la création d'un fonds d'aide de 130 millions d'euros par an sur 10 ans. Car faute de moyens, ce sont les moins entretenus alors qu'ils représentent 90% des ouvrages. Sur les ponts gérés par les collectivités, comme il y a beaucoup moins de suivi, beaucoup moins de contrôle régulier, on est dans l'ignorance et parfois on découvre des choses invraisemblables. Je rappelais tout à l'heure que dans mon département, l'année dernière, juste avant Gênes, un matin, on s'est aperçu qu'un pont dans la commune de Beaumontel, eh bien dans la nuit, il y avait tout simplement un pilier du pont qui était parti. La France dépense en moyenne 0,2% de la valeur de ses ponts en entretien. À titre de comparaison, l'Allemagne, qui y consacre aujourd'hui 0,6%, va passer à 1% dès 2020. Le Sénat adopte la réforme de la fonction publique. Le texte prévoit notamment un recours accru aux contractuels, mais aussi un dispositif de rupture conventionnelle. La gauche dénonce une loi qui précarise les fonctionnaires et affaiblit la fonction publique. Merci Saveria. On continue avec l'actualité parlementaire. On reçoit dans un instant un sénateur centriste, sénateur des Français établis hors de France. Olivier Cadic est avec nous dans un instant. Voilà, il ne va pas tarder. On pourrait parler juste de ces sénateurs. Nous l'attendons, donc Olivier Cadic. Établis hors de France. Expliquez-nous, c'est une particularité. Voilà, monsieur le sénateur arrive. Bonjour Olivier Cadic, installez-vous. Bonjour, on est en train de se demander, est-ce que ce sont ces sénateurs établis hors de France? Comment ils sont élus? Et les particularités du Sénat? Ils sont élus par les conseillers consulaires. Dans chaque consulat, on élit des représentants locaux et ce sont ces conseillers consulaires, près de 500, qui élisent les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France. Alors Olivier Cadic, hier, le parquet de Paris, on revient à l'actualité, hier le parquet de Paris a classé sans suite la procédure pour faux témoignage contre Patrick Stroda, qui est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. L'opposition parle ce matin d'une justice aux ordres. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Tout d'abord, on pourrait dire que la mise en cause émanant du Sénat ne faisait pas consensus. Donc déjà, il y avait des discussions politiques lorsque cette mise en cause a été faite. Le parquet s'est prononcé. Moi, je ne suis pas tellement surpris par la décision. Alors, autre sujet cette semaine, vous avez été reçu avec le groupe des sénateurs centristes à Matignon par Édouard Philippe. Quelles ont été la teneur de vos échanges? J'imagine que vous préparez des municipales.
En fait, les discussions portaient surtout sur la politique du gouvernement. Vous savez que le Premier ministre a présenté, a mis en jeu la responsabilité de son gouvernement. On va en parler, mais... On en a, voilà, la moitié pratiquement du groupe Union centriste avait voté, dont moi avait voté en faveur du soutien. Et donc, je crois que le Premier ministre voulait vraiment expliquer les prochains textes, qu'il voulait faire la logique. Et là, il y a eu un certain nombre de questions, d'échanges, c'était très intéressant. Olivier Cadic, vous avez voté, vous, personnellement, la confiance au gouvernement, justement. Quelle va être la position de votre groupe, des centristes, pendant les municipales ? Il y a, dans notre groupe, de toute façon, il y a différentes sensibilités. Donc ça va être du cas par cas ? Moi, d'après ce que j'ai compris, effectivement, il y a, encore une fois, il y a différentes sensibilités. C'est souvent des questions de personnes. Le problème, c'est que l'allié naturel qui avait construit la majorité avec nous ici au Sénat a un problème de ligne. Voilà, les Républicains ont un vrai problème de ligne. Et donc, c'est ce qui génère chez nous-mêmes un malaise quand on nous propose éventuellement de conserver l'alliance traditionnelle. Mais justement, est-ce que vous allez multiplier localement les accords avec En Marche ? J'imagine que c'est aussi pour ça que le Premier ministre vous a reçu. Non, vraiment, l'entretien n'était pas du tout un entretien politique, stratégique. C'était vraiment pour le travail du gouvernement. Un tout autre sujet maintenant. Les sénateurs ont voté cette semaine la loi anti-Huawei. Le texte sur l'équipement en réseau 5G est issu des soupçons d'espionnage sur l'équipementier chinois. Un texte qui renforce les contrôles sans interdire aucun équipementier. Tous les détails, puis on en parle ensuite avec vous, avec Adrien Develay. Il aura fallu pas moins de 3 heures de débat pour trancher. La proposition de loi visant à sécuriser les réseaux mobiles de la future 5G a finalement été adoptée par les sénateurs. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Eh bien, la proposition de loi est adoptée. Désormais, les opérateurs téléphoniques qui souhaitent implanter le réseau 5G devront avant cela obtenir le feu vert de l'ANSSI. L'agence en charge de la sécurité des systèmes d'information étudiera chaque demande avant d'accorder ou non une autorisation sous peine de sanctions financières en cas de non-respect. Un amendement du Sénat voté contre l'avis du gouvernement. L'évolution que vous proposez nous semble conduire à fragiliser en réalité le dispositif et son efficacité, puisqu'il va donner des éléments de discussion aux opérateurs et finalement de pression au regard d'un risque contentieux possible. Les sénateurs ont globalement apporté leur soutien au texte, sauf les communistes qui estiment que le texte ne va pas assez loin. La 5G, avec l'Internet des objets et l'interconnexion sans précédent qu'elle promet, nous expose à des vulnérabilités qui demanderaient plus qu'une autorisation du Premier ministre pour tel ou tel équipement. Appelé loi anti-Huawei, le texte est la réponse française à la montée en puissance du géant chinois, soupçonné de connivence avec le pouvoir de Pékin. La société Huawei avait reconnu qu'elle analysait l'ensemble des flux de communication, courrier électronique, conversations téléphoniques, dans l'objectif de mieux assurer la sécurisation des flux de ses clients. Sur le fond, certains points de friction existent encore et seront discutés en commission mixte paritaire, notamment l'obligation pour les opérateurs de préciser l'emplacement géographique exact de leurs équipements. Le lancement des enchères sur la 5G est prévu cet automne. Olivier Cadic, il fallait sanctionner Huawei, le géant chinois. Est-ce que les soupçons, les risques d'espionnage sont réels, sont fondés? Ça fait plus de 7 ans que le Sénat, dans un rapport, a directement exprimé qu'il fallait interdire Huawei dans l'Union européenne. Ça n'a pas été suivi. On ne peut pas interdire mais bien sûr, une entreprise au sein de l'Union européenne. Mais bien sûr. Ou alors, Huawei, à moins de revenir, alors c'est du protectionnisme. Non, Huawei dispose en Chine, est le seul acteur qui puisse, dans la 5G, fonctionner en Chine. Il y a un cybermur en Chine. C'est une dictature 5G. Le régime chinois a établi un contrôle social des gens.
il y a un contrôle avec caméra, reconnaissance faciale, la population est sous contrôle. Et maintenant, la Chine qui a dit qu'elle voulait dominer le monde en 2050, la Chine qui a dit qu'elle voulait dominer technologiquement le monde en 2025, s'étend dans le monde entier. Et donc la question est de savoir dans quel monde voulons-nous vivre demain. Et vous nous dites ce n'est pas du protectionnisme, cette loi. Nous avons deux acteurs européens, Nokia, Ericsson, qui sont là, qui sont capables de déployer la 5G. Je ne comprends pas que l'on puisse laisser faire un gouvernement chinois qui se répande dans les démocraties et utilise sa technologie qui est Ce n'est pas un gouvernement, c'est une entreprise et l'Europe est un libre marché. Nous savons très bien que Huawei est le seul acteur autorisé en Chine et que c'est un outil utilisé au service du gouvernement chinois. Très bien, mais dans ce cas-là, comment on développe la 5G en se prémunissant des risques d'espionnage? Nous avons des acteurs européens qui sont capables de le faire. Donc il faut qu'ils puissent se déployer avec les garanties techniques et les garanties, donc le sénateur Gay en a parlé, des garanties que nos droits, nos valeurs seront bien respectés. L'année prochaine, je le disais en titre, l'année prochaine, il y aura 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Cette situation, elle soulève bien sûr beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. C'est évidemment un enjeu de sécurité et de liberté. N'importe quoi peut être connecté. Vous vous déplacez et vous vous rendez compte que votre téléphone dispose de capteurs qui mesurent le nombre de pas parcourus. Donc votre activité est suivie. Vous avez maintenant un micro dans votre cuisine à qui vous demandez des conseils, des caméras qui surveillent votre appartement. Tout ça, c'est connecté et tout ça peut être hacké. Donc ça fait partie justement des problématiques de sécurité que nous avons. Toujours pour parler de cybersécurité, il y a l'affaire Ariane. Ariane, c'est la plateforme de services qui permet aux Français qui s'inscrivent en ligne de recevoir pendant leur voyage à l'étranger des consignes de sécurité. En décembre dernier, cette plateforme, Ariane, a été victime d'une cyberattaque. Des données personnelles ont été enregistrées. Vous avez produit un rapport justement sur cette question. Quels sont les enseignements de votre travail après cette attaque ? Oui, vous avez raison. Plus de 500 000 données de Français ont été collectées, justement, ont été la question, hackées. c'est comment on se protège. Est-ce qu'on est suffisamment protégé en France et comment on se protège? Eh bien, pourquoi nous avons enquêté? C'est parce que le ministère des Affaires étrangères, qui a été hacké, est un de ceux qui se protègent le mieux. Et c'est là où ils ont fait un travail qui est le plus sérieux. Et donc, ça nous a intéressé d'essayer de comprendre comment ça avait réagi. Donc les causes, on a compris, ils n'avaient pas installé une mise à jour suffisamment rapidement, donc ça doit faire réfléchir certains. Quand vous avez un patch, installez-le très vite. Donc ils n'avaient pas réagi assez vite. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'une fois que l'attaque avait été observée, le temps de réaction est que très longtemps après, il a fallu plus de 7 semaines pour qu'on lance la procédure, que tout se mette en route. Mais néanmoins, des propos rassurants, vous nous dites que le ministère de la Défense est suffisamment protégé aujourd'hui. Je dis que tous les ministères travaillent. Vous savez, vous êtes suffisamment protégés jusqu'à ce qu'un jour vous découvriez que quelqu'un a réussi à faire une attaque nouvelle. Ce qui est important, il faut le comprendre, si vous avez le feu, vous appelez les pompiers. Si vous voyez une attaque dans la rue, vous appelez la police. Si vous êtes hacké, vous appelez qui ? Voilà. Donc ça aussi, c'est un des enjeux que nous avons mis en évidence et nous souhaitons qu'il y ait justement une force de réaction rapide qui puisse intervenir dans ce domaine. Très bien, nous en reparlerons. Je disais, vous êtes sénateur centriste, mais des Français établis hors de France. J'ai regardé aux élections européennes, majoritairement un vote très fortement macroniste, 36,84% des Français de l'étranger ont voté donc pour la liste de Nathalie Loiseau, d'Emmanuel Macron. C'est sur 1,25 million d'inscrits quand même. Comment vous expliquez? C'est la bonne image du président de la République que les Français de l'étranger retiennent? Si vous aviez ajouté la liste UDI, on dépasserait les 40%. On serait très proche du score qu'il y avait eu au présidentiel. C'est personnalisé, ça. C'est le président de la République. Ces votes-là. Le président de la République a changé l'image de la France à l'étranger. Il a redonné un lustre à l'image de la France très rapidement et il a ensuite accompagné par son image moderniste, il a accompagné justement l'évolution de cette image. Ça reste vrai ? Ça reste totalement vrai. À l'étranger, nous regardons évidemment la France de l'extérieur, donc avec un autre point de vue, et il reste, je pense, la référence pour nous, Français de l'étranger. Olivier Cadic, sénateur centriste, des Français établis
hors de France. Merci d'avoir été notre invité. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faudra suivre lundi un grand colloque sur la Legal Tech, un forum centré sur la technologie au service du droit. Une journée en présence du président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, et de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Mardi 9h30, c'est l'ouverture de la session extraordinaire avec notamment la proposition de loi pour interdire les violences éducatives ordinaires, un texte qui devrait être adopté. La France sera donc le 55e pays à interdire la fessée, la gifle, les insultes et les humiliations à l'encontre des enfants. Et puis jeudi, bien sûr, ce sera la traditionnelle séance de questions d'actualité. Puis dans le reste de l'actualité, je le disais en titre, l'affaire Benalla, suite, il n'y aura pas de poursuite contre Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Ainsi en a décidé le parquet de Paris qui vient de classer la procédure pour faux témoignage. C'est le bureau du Sénat qui avait décidé de saisir la justice après les auditions des protagonistes de l'affaire lors de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Tous les détails avec Cécile Sixou. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Le parquet de Paris a estimé qu'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, ancien chef de la sécurité du président de la République, et Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, n'ont pas menti devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. C'est pourtant ce qu'avaient conclu les sénateurs en février 2019. Dans leur rapport, ils avaient considéré, je cite, que les trois proches d'Emmanuel Macron avaient retenu une part significative de la vérité de leur audition, notamment sur la question des missions exercées par Alexandre Benalla à l'Élysée, une décision que respecte Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. C'est une décision du parquet qui ne relève que du parquet et qui ne dépend que du parquet, point. Et nous, parlementaires, nous n'avons pas à faire de commentaires, puisque nous avons assez dit qu'il fallait respecter l'indépendance de la justice et aussi l'indépendance de notre commission d'enquête parlementaire. Pour rappel, lors de leurs auditions, les trois hommes du président avaient tous eu la même version. Selon eux, Alexandre Benalla n'avait que 3 missions à l'Élysée, celle de la gestion des déplacements publics, les déplacements privés et l'organisation du 14 juillet. Or, selon les sénateurs de la commission qui ont eu la fiche de poste d'Alexandre Benalla entre leurs mains, ce dernier avait aussi une mission de sécurité. Pas de décision du parquet de Paris en revanche sur les cas d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, également concernés par ces investigations pour faux témoignages. La justice examinera leur cas une fois les autres enquêtes judiciaires terminées. Voilà, on va passer tout de suite à l'œil 2 et c'est Quentin Calmet, journaliste à Public Sénat et ses fameux tweets, qui est présent sur ce plateau. Il arrive. Bonjour Cyril. C'est tweet à lui. Alors pas de tweet, qu'il n'y aura pas de tweet aujourd'hui. Ouais. Voilà, on va plutôt parler, développer, décrypter cette décision dans l'affaire Benalla. Pas de poursuite judiciaire pour les 3 hauts responsables de l'Élysée. Racontez-nous comment cette décision du parquet a été perçue. Alors tout d'abord, il y a eu cette première réaction officielle. On vient de l'entendre dans le reportage de Cécile Sixou. Vous l'avez vu, Jean-Pierre Sueur pèse chacun de ses mots. Hier, ils entendent respecter l'indépendance de la justice, l'indépendance du parquet. Pas de commentaires sur le fond, pas de commentaires sur la décision de la justice. Mais effectivement, dans les entourages, on rappelle simplement que les travaux de la commission, ils étaient publics. Les Français ont pu se faire leur propre opinion. Et effectivement, les travaux de la commission avaient mené au renvoi de ces soupçons de parjure. Après aussi, la décision du bureau du Sénat. Et ça, les sénateurs, ils y tiennent. Ils disent que c'est une décision collective qui avait été prise par tous les bords politiques, à l'exception des centristes et des En Marche, mais qui avait donc été prise par le bureau du Sénat. Certains, ce matin, Quentin, y voient un véritable camouflet pour le Sénat. Oui, et notamment à cause du communiqué du parquet. Vous allez le voir, c'est de la décision du procureur et qui a été diffusée à travers un communiqué où un des paragraphes, l'un des tout premiers paragraphes, il dénonce, ou il constate tout simplement, mais que les investigations de la mission d'information, de la commission d'enquête Benalla, ils ont de fait, je cite, recouvert un champ en grande partie similaire à celui des procédures judiciaires. Et alors là, on tombe dans l'une des critiques qui avait été faite
par notamment les parlementaires En Marche qui dénonçaient le fait que le Sénat empiétait sur le travail de la justice, chose que réfutaient les sénateurs depuis le mois de juillet à chacune de leurs auditions. Pour eux, il y avait deux champs différents, celui des dysfonctionnements de l'État et celui de l'affaire judiciaire. Mais donc le communiqué parle bien de cet empiètement. Voilà, c'est une critique au regard du principe cardinal de la séparation des pouvoirs. Comment les sénateurs ont réagi en off, j'allais dire? Oui, là, ils sont un peu sortis de ces formules très cadrées qu'on entendait avec Jean-Pierre Sueur. Ils se sont un peu agacés, mais ils ont reconnu que dans notre système institutionnel français, il est évident, je cite, que les parquets sont nommés par les gouvernements. Mais eux, ils rappellent toutes les invraisemblances. Ils disent les moments où ils se sont fait balader, je cite, par ces 3 hauts fonctionnaires. On le rappelle, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et le général, à l'époque colonel Lavergne. Selon eux, ils le maintiennent, il y a des invraisemblances dans leurs témoignages, notamment sur la fonction d'Alexandre Benalla, et donc ils n'en démordent pas lorsqu'on les a eus au téléphone en off. Est-ce qu'on assiste, avec cette décision de justice qui est donc tombée hier, est-ce qu'on assiste à la fin de la tentaculaire affaire Benalla? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il peut y avoir encore des rebondissements? Oui, rien n'est moins sûr. Des révélations. J'en suis témoin, l'affaire rebondit systématiquement et effectivement... Les sénateurs ont évoqué avec nous l'idée que le Sénat aurait pu se constituer partie civile. Cela permet de passer outre le parquet, d'avoir un magistrat indépendant du siège qui est nommé dans l'affaire. Et donc, ils ont évoqué cette idée avec nous au téléphone. Aucune certitude pour l'heure sur ce qu'ils entendent faire à la suite, effectivement, de cette décision du parquet. Mais effectivement, les sénateurs veulent faire respecter les travaux et la mission de contrôle. Et lorsqu'ils ont l'impression qu'on leur ment face dans ces auditions en public et sous serment, ils veulent que les travaux et que le travail d'enquête et de contrôle du Parlement soient bien respectés lors de ces commissions d'enquête. Merci beaucoup Quentin pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci Quentin. Avec et plaisir. On reviendrait nous parler des tweets la prochaine fois. Avec plaisir. Merci Quentin. À la Quentin. revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. On va démarrer Saveria avec la une de Vaucluse matin. C'est l'alerte rouge canicule qui arrive dans ces départements. La canicule encore et toujours, et c'est une première en France. Le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance rouge canicule dès 10h ce matin. On annonce 45 degrés à Carpentras, un record absolu. Résultat, toutes les écoles de la ville seront fermées. La préfecture a pris des mesures inédites. Manifestations sportives interdites, activités scolaires suspendues. Jean-Michel Blanquer annonce la fermeture de 225 écoles en France, alors que les températures doivent encore augmenter aujourd'hui. À la une de la Charente, des journaux du groupe Sud-Ouest. C'est la canicule, toujours, et c'est la fournaise sur les chantiers. Les ouvriers engagés sur les chantiers sont en première ligne face à la canicule. Ils n'ont pas d'autre choix que d'affronter la chaleur, souvent en plein soleil. Mais les employeurs aménagent souvent leurs horaires de travail. Ils ont de l'eau autant qu'ils veulent dans des frigos, des bungalows réfrigérés pour leur pause et des points d'eau pour se mouiller, explique le gérant d'une entreprise. Mais ce qu'on ne mesure pas, c'est la fatigue. Voilà, on passe ensuite en Saveria à la une de Paris-Normandie. Du Paris-Normandie, voilà. Et les ponts français qui sont trop vieux, trop usés, faut-il s'inquiéter de la sécurité de nos ponts? Dans un rapport dévoilé hier, les sénateurs dressent un tableau inquiétant de l'état des ponts français. 10% d'entre eux seraient en mauvais état. Manque de moyens, manque de sécurité. Les sénateurs réclament au gouvernement un plan Marshall. Au total, ce sont 25 000 ponts qui seraient dans un état préoccupant. Ils demandent notamment de porter le montant consacré à l'entretien de ces ponts à 120 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 45 millions par an. Et ils demandent également la création d'un fonds d'aide aux collectivités locales. Et tout à l'heure, notre invitée politique, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a dit qu'elle monitorait particulièrement ce point-là. À la une du courrier Picard, ce sont des petits prix en gare, ça y est. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les habitués des trains. À partir du 1er juillet, la SNCF propose de nouveaux amendements sur la lancée des cartes TER. C'est une carte qui recueille un grand succès auprès des usagers. La SNCF fait un grand ménage dans ces cartes de réduction. La carte TER, elle coûte 30 € par an et elle permet jusqu'à 50% de réduction sur certaines lignes. Dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a des billets de TER
à 2 € pour 50 destinations qui sont même proposées par la région. Voilà, les États-Unis sont la nation phare du football féminin. Peut-être qu'on va le devenir. Attention, le Courrier de l'Ouest, en tout cas, parle du rêve américain des Bleus au mondial. C'est le choc attendu, espéré. Ce soir, les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire pour leur quart de finale. Elles vont affronter les États-Unis, les tenants du titre. C'est maintenant ou jamais. Ce soir, au Parc des Princes, les filles de l'équipe de France ont l'occasion de basculer dans une autre dimension depuis 3 semaines et des victoires à Paris, à Nice, à Rennes et au Havre. Les Bleus ont fait souffler un vent de nouveautés, de bonheur et d'enthousiasme sur des tribunes pleines à craquer. D'autant que l'adversaire il se montre à la démesure de l'événement. Les États-Unis sont donc la nation phare du football féminin. On leur souhaite bonne chance ce soir. On suit ça ce soir de près. Merci Saveria, au revoir. Très bonne journée à tous. Le match ce soir. Oui, absolument. Très bonne journée à tous et on se retrouve lundi, bien sûr. Voilà, nous, on continue. Dans un instant, la météo des territoires. Observez bien les cartes de la météo pour regarder si vous êtes dans ces régions. Elles s'étendent, qui vont être soumises à canicule encore aujourd'hui et sans doute demain. Et puis le zapatin de Christophe Combariou. Ensuite, ce qui s'est passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après. À tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Le dîner qui fâche, vous l'avez évoqué, entre Marion Maréchal et une quinzaine d'élus ou de cadres LR. Peut-on dire qu'une digue a sauté? Depuis également le départ de Jean-Pierre Raffarin, d'Alain Juppé, de Xavier Bertrand et plus récemment de Valérie Pécresse. Et donc avec cette clarification qui est en train de s'opérer, Marion Maréchal parle au cœur de l'électorat des Républicains. Beaucoup plus facile d'aller se jeter dans les bras de quelqu'un qui arrive et qui prétend incarner quelque chose de nouveau que de soi-même vouloir reconstruire la maison des Républicains. Je sais que la tâche est plus difficile de reconstruire à l'intérieur, mais je pense que c'est moins lâche que de commencer à flirter avec des personnes qui, à mon avis, sont pas si fréquentables que ça. Je rappelle également que le rendez-vous des idées, organisé par Guillaume Larrivé chaque mois, a invité durant ces élections Éric Zemmour. Laurent Wauquiez lui-même lui avait dit qu'il avait sa place ici au sein du parti. Et c'est dans cet esprit d'ouverture que ces élus des Républicains ont rencontré Marion Maréchal. Si vous aviez été invité, vous y auriez été à ce dîner? Bien sûr que non. J'ai toujours dit qu'il devait y avoir une cloison étanche entre nous et le Rassemblement national. Et un dîner, qu'on le veuille ou non, c'est une brèche. Et je considère qu'ils se sont mis d'eux-mêmes en dehors des valeurs de notre formation politique. Chacun est libre de dîner avec qui il a envie de dîner. La ligne rouge au sein du Parti des Républicains est extrêmement claire, c'est qu'il n'y aura jamais d'alliance entre les Républicains et le Rassemblement national et l'extrême droite. Les 3 autres élus LR du département du Val d'Oise ont fait en direction de Sébastien Meurant, qui est aussi sénateur. Il considère qu'il ne peut plus présider la fédération départementale des Républicains. Nous en recensons 225 écoles sur l'ensemble du territoire qui ont fermé. C'est impossible de le dire pour demain puisque nous raisonnons vraiment au cas par cas. Mais vous voyez, c'est un pourcentage relativement faible des écoles de France qui ont fermé. On ne peut pas dire d'un côté on veut réduire les gaz HFC et de l'autre côté mettre des climatiseurs partout. Donc on va devoir construire différemment, se comporter différemment, parfois se vêtir différemment quand il y a ces pics-là. C'est une adaptation de la société de ces pratiques. Préparer la ville à cette mutation impressionnante parce qu'on sait que dans les années qui viennent, une ville comme Paris connaîtra des températures jusqu'à 50 degrés. Moi, je ne me placerai jamais, et d'ailleurs je l'ai déjà dit, dans du Hidalgo bashing stérile. Je crois qu'il faut sortir de la paresse politique ou de la paresse
intellectuelle qui consisterait à tout critiquer parce que ça a été fait par des gens qui ne sont pas de notre famille politique. C'est comme ça que nous sommes construits, il y a maintenant 3 ans. Moi, je veux être le gardien de cette promesse originelle de faire de la politique différemment. Merci de votre fidélité. Demain samedi, je vous retrouve pour le Journal des Territoires et dimanche matin, je vous retrouve pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Voilà, bon week-end à tous. Merci de votre fidélité encore une fois. Au revoir.